demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le billet de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi, la ville de Goma sous tension depuis cet après-midi. Les forces loyalistes et les rebelles se sont affrontés encore cet après-midi aux abords de l'aéroport de cette ville qui se vide de ses habitants. Et cette reprise des combats est condamnée par tous à Kinshasa. Les politiques saluent la bravoure des FRDC et condamnent l'hypocrisie de la communauté internationale. Et enfin, le Conseil national du travail est en session ordinaire depuis ce lundi. Objectif de ces assises, étendre une couverture sociale à toutes les couches de la population. Voilà pour le sommaire et bienvenue à tous. Les rebelles du mouvement du 23 mars ont ouvert le feu lundi dans un village situé à 3 km de Goma, après avoir annoncé quelques heures plus tôt le retrait de leur position près de la capitale du Nord Kivu en RDC. Le M23 avait divulgué un peu plus tôt dans la journée une liste de requêtes au gouvernement congolais pour laisser une chance aux négociations. Mais le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a écarté l'idée d'engager des négociations, affirmant que son pays ne se plierait pas au chantage d'un groupe soutenu par le Rwanda. Kinshasa et les Nations Unies accusent le Rwanda, pays limitrophe avec le Nord Kivu, de soutenir les rebelles du M23 en leur apportant une aide militaire, et ce que Kigali dément. Et la situation dans la ville de Goma reste confuse. Depuis cet après-midi, les tirs à l'arme lourde ont été entendus dans la ville. Des victimes se comptent par dizaines et des déplacés par milliers. Notre correspondant sur place, Saïdi Ramazani, a fait un tour dans la ville et rapporte ce qu'il a vécu. Après une vive tension et un déplacement de la population à Goma, après celui des déplacés du camp de Kanyaruchinya, qui a conduit la ville de Goma dans une passivité depuis hier, contrairement à l'éventuelle prise et avancée des militants du M23 vers Goma, un calme relatif était déclaré ce matin. À droite, on se sait l'effet partiel lié à une éventuelle négociation entre le gouvernement de Kinshasa et le belligérant. À 14h18 heure du Goma, la ville tombe sous des sons inhabituels d'obus et de Kalachnikov. Selon signalons que l'état de lieu à notre possession chiffre quelques 5 personnes blessées en un enfant coupé les bras par les éclats d'une bombe qui a fini sa course dans une parcelle dans le quartier Office de Goma. Selon nos sources encore, son service qui se rend en bien de la première dame à Goma, incendiée, et la ville reste encore sous contrôle des FRDC. Goma pour Télé7, Idiabassi Majid. L'ambassadeur de France à Kinshasa condamne avec la dernière énergie cette reprise des combats entre les FRDC et les rebelles du M23. Le diplomate français, qui a conféré avec le Premier ministre ce soir, a expliqué la démarche de son pays pour mettre fin à cette situation. On l'écoute au micro de Doudou Ndombe. La France a demandé une réunion du Conseil de sécurité qui a eu lieu samedi avec une déclaration à la clé, a demandé une nouvelle réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui même, dont j'espère qu'elle pourra déboucher sur une résolution, en tout cas c'est notre objectif affiché, qui sera certainement encore plus forte et encore plus décisive et décidée.
Il faut que cette agression cesse, il faut que les responsables de cette agression arrêtent leur combat et toutes les exactions qui sont produites contre la population civile. Il est absolument intolérable que la RDC soit le sujet d'une agression extérieure de la part d'un mouvement rebelle soutenu par des pays voisins. Et donc il faut impérativement que tout cela puisse cesser rapidement. Et c'est pour ça que nous saisissons le Conseil de sécurité afin que cette situation puisse évoluer positivement pour l'intérêt de la RDC et de ses populations. Vous vous souviendrez certainement que Mme Benguigui a visité le camp de Kanya-Rouchinia juste après le sommet de la francophonie. J'étais moi-même allé visiter le camp de Mugunga 3 un mois avant, en septembre. Nous sommes donc extrêmement conscients de la vulnérabilité des personnes déplacées à l'est de la RDC, qui elles-mêmes sont maintenant sujettes à de nouveaux déplacements, avec de nouveaux déplacés qui sont provoqués par ces nouveaux combats, avec une population de Goma qui vit dans la peur, dans la crainte, dans la terreur pour certains, avec des échanges de tirs qui ont encore lieu au moment même où nous parlons. Et donc il est impératif que tout cela cesse, que les populations puissent vivre en paix, qu'elles puissent regagner à terme leur lieu de vie et d'activité, et qu'on arrête de prendre en otage les populations civiles, et notamment les plus vulnérables, comme les femmes et les enfants, dans des combats qui ne les concernent pas et qui ne devraient pas avoir lieu. Voilà, vous venez là de suivre l'ambassadeur de France, Luc Alade. Il faut dire que cette reprise des hostilités ne va pas sans réaction. Dans la classe politique, chacun commente la situation à sa manière. Ainsi, André Alain Atoundou, président de la CDRR, un parti politique de la majorité, salue la mise sur pied par le gouvernement de l'instrument politique, militaire et diplomatique. Quant à Elias Mulungula, président de l'URP Maïmaï, ce dernier dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale face à cette situation de l'Est. Je vous propose de les écouter dans cet extrait de l'émission Débat de la semaine. La pression de la communauté internationale donne encore du sursis, peut-être au FARDC, de pouvoir se réorganiser pour la meilleure fuite, parce que les FARDC avaient déjà fui la ville. Il y a eu ce sursis-là, mais il ne faut pas croire que la diplomatie a déjà réussi, parce que la MONUSCO, elle n'a pas de problème, elle reste là où il y a des rebelles. La MONUSCO est à Rutshuru. C'est-à-dire que même si les M23 prenaient Goma aujourd'hui, la MONUSCO sera toujours là. Il ne faut pas isoler le combat militaire, le combat diplomatique et le combat politique. Ça fait partie du système de défense de notre intégrité territoriale. Aujourd'hui, grâce à l'action de la diplomatie, le M23 a peur d'entrer dans la ville. Peut-être que si notre diplomatie n'avait pas agi, si Ashton n'avait pas parlé, si le Conseil de sécurité n'avait pas menacé, si l'Union européenne ne s'était pas exprimée, peut-être qu'ils auraient investi la ville. Et vous aurez la latitude de suivre l'intégralité de cette émission à 20h45. La coalition 23 armée rwandaise, forte de plus de 4000 soldats, assiège la ville de Goma. Ce siège a créé la panique dans la population qui redoutait de violents combats aux conséquences incalculables. Cette nouvelle invasion rwandaise est consécutive aux hésitations que le Conseil de sécurité a affichées quand il s'est agi de prendre une résolution devant condamner et sanctionner de manière ferme et claire le régime de Kigali relativement à son implication avérée dans l'aventure guerrière que mène son pantin de M23 dans l'est du pays. N'eût été la MONUSCO et le balai diplomatique enregistré ces derniers temps, la ville de Goma serait déjà passée entre les mains des agresseurs. Cette déclaration du maire de Goma, faite dimanche, corrobore l'information faisant état du siège de la capitale du Nord Kivu par le M23 qui a bénéficié depuis quelques jours de l'appui. Dès lors, Goma tombera ou ne tombera pas. Il y a un commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. La question est sur toutes les lèvres. Dimanche, la panique a régné sur la ville de Goma où les habitants sont restés terrés chez eux, craignant les violences qui pourraient accompagner la rentrée du M23 appuyé par les troupes rwandaises, forte d'environ 4000 hommes. Faut-il rappeler que c'est grâce à cet appui important en hommes et en armes lourdes venus de Kigali que la fausse rébellion du M23 a repris samedi le contrôle de la localité de Kibumba. Ces agresseurs se sont dit que la voie leur était ouverte vers l'assaut de la ville de Goma et mettre ainsi en marche leur sale œuvre de balkanisation de la RDC. Il n'en fallait plus pour montrer que désormais la guerre est ouverte entre la RDC et le Rwanda et que les experts de l'ONU ne s'étaient pas trompés dans leur rapport en affirmant que Kigali et Kampala sont directement impliqués dans l'insécurité qui prévaut en RDC et dans le Grand Lac.
Le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence à la demande de la France sur la situation sécuritaire en RDC. Il s'agissait d'adopter au moyen d'une résolution des sanctions à l'endroit du Rwanda et de l'Ouganda, deux pays agresseurs de la RDC, qui se complaisent à créer des seigneurs de guerre et des groupes armés pour flouer l'opinion internationale. Seulement voilà, l'idée d'une résolution a été rejetée par certaines grandes puissances qui continuent à émettre des doutes sur le rapport du groupe d'experts de l'ONU. En lieu et place d'une résolution, le Conseil de sécurité, sous l'influence de fans du Rwanda, a adopté une simple déclaration. Quand on sait que celle-ci n'a aucune force coercitive, il n'est pas exclu de parler d'un parti pris. Dans l'opinion congolaise, cette attitude des grandes puissances est assimilée à un complot contre la RDC. C'est à se demander si finalement cette insécurité créée de toutes pièces en RDC ne servirait pas des intérêts que tout observateur avisé peut facilement deviner. L'exploitation des richesses de la RDC, d'ailleurs illicite, prend le dessus sur la valeur humaine dans le chef de puissance occidentale. Et pourtant, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne devrait pas tergiverser et s'éviter la politique de deux poids deux mesures. Il est temps pour l'organe exécutif des Nations Unies de prendre des sanctions sévères contre ce pays qui agresse son voisin. À moins que l'on se plaise à assister à un cycle de catastrophes humanitaires qui donne du boulot aux organisations occidentales. Que le Rwanda ait choisi cette fois d'agir à visage découvert devrait interpeller toutes les consciences au plan international. Car dans ce cas, le régime de Kigali ne ridiculise pas seulement la RDC, mais défie toute la communauté internationale. La ville de Goma, au Nord Kivu, n'est pas n'importe quelle ville. Tout le monde le sait, et particulièrement la MONUSCO, qui, il faut le rappeler, est la mission onusienne la plus coûteuse. Goma, c'est son bastion le plus important. La chute de cette ville signifierait l'échec de la force des Nations Unies et en même temps l'inutilité de sa présence en République démocratique du Congo. La 30e session ordinaire du Conseil national du travail sur la réforme de la sécurité sociale se tient depuis ce lundi à Kinshasa. Objectif de ces assises, étendre une couverture sociale à toutes les couches de la population. Une occasion pour Modeste Bahati, ministre du Travail, d'exhorter les participants à plus de responsabilités en vue d'améliorer la protection sociale pour tous. La cérémonie officielle a eu lieu dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères, Anita Lombois et Chakonyembo. Cela fait plus de 10 ans que le gouvernement congolais a décidé de promouvoir une politique sociale qui devrait consister à favoriser la productivité tout en assurant une sécurité sociale pour tous. Pendant 2 jours, les participants aux travaux de la 30e session ordinaire du Conseil national du travail vont débattre de la réforme et du contenu du Code social pour le constituer en un seul projet de loi. Les représentants des employeurs et les partenaires sociaux ont fait un état de lieu sombre sur la situation de l'employeur, notamment l'absence des subventions de l'État, une faible représentation aux organes de décision et l'absence des pensions. Modeste Bahati prône une sécurité sociale, socle du développement, l'un des objectifs du millénaire d'ici 2015. Concernant particulièrement la sécurité sociale, la République démocratique du Congo s'est placée dans le contexte de tous les pays membres de l'OIT en ratifiant les conventions internationales en la matière, notamment les conventions numéro 102 relatives à la norme minimum de la sécurité sociale, 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, ainsi que 121 sur les prestations en cas d'accident du travail et des maladies professionnelles. Pour sa part, le vice-premier ministre au budget a affirmé que le gouvernement a pris des initiatives en vue d'améliorer la protection sociale. Une bonne politique du travail et de la sécurité sociale participe d'un tel élan. Il s'ensuit naturellement que notre système de sécurité sociale doit s'adapter à l'évolution au plan international et doit prendre en compte l'impératif d'assurer une meilleure couverture sociale à nos populations.
Après les travaux, l'avant-projet du Code sur la sécurité sociale sera présenté devant les deux chambres du Parlement avant sa promulgation par le chef de l'État, Joseph Kabila. Relier tout le territoire national par la route a un défi non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour ses partenaires dont la Banque mondiale. Et son projet baptisé ProRoute a fait la restitution des travaux effectués dans les différentes provinces. Le constat qui se dégage est qu'en 2014, l'ouvrage ne sera pas totalement achevé. Doudou Ndombe et Fiston Bini. Je disais donc, relier tout le territoire national par la route reste un défi non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour ses partenaires, dont la Banque mondiale. Et son projet baptisé ProRoute a fait la restitution des travaux effectués dans les différentes provinces. Le constat qui se dégage est qu'en 2014, l'ouvrage ne sera pas totalement achevé. Et c'est un reportage de Doudou Ndombe et Fiston Bini. Sur le terrain, les travaux avancent plutôt bien grâce à la mobilisation de tous les acteurs concernés, c'est-à-dire le gouvernement, les partenaires et les privés. Le projet ProRoute a mis au point un manuel de programmation d'entretien routier. Le but est d'opérationnaliser le fonds d'entretien routier. Sur l'axe Kisangani-Buta en province orientale ou Kalemi-Ouvira, la réhabilitation de la route a sensiblement amélioré la vie des populations du fait des ralliements rapides de points donnés. Les activités économiques ou les coûts moindres des transports seraient à la base de cette embellie. La Banque mondiale, consciente que d'ici 2014, les 1800 km ne seront pas couverts, se réjouit quand même de l'accélération des travaux. On était noyés. Maintenant, nous avons la tête juste collée dehors. Donc, on peut boire, on peut respirer. Mais si on ouvre pour la bouche, là, on va descendre. Parce qu'on va avaler l'eau. Donc, il faut qu'on sorte la bouche aussi pour que notre tête soit complètement en dehors. Et ça, c'est pour le premier semestre de 2013 que nous puissions arriver en disant ouf, nous sommes sortis, maintenant nous pouvons travailler. Avec un taux de décaissement de 28% jugé relativement faible, le financement additionnel s'avère important. L'Office des routes, qui est maître de l'ouvrage, sa mission est de corriger les dégradations des routes premières, assurer un entretien permanent, changer des ponts sous la supervision de la Banque mondiale. Les acteurs de la société civile étaient à l'école des techniques de lobbying parlementaire. Une occasion pour les organisateurs de ces assises de mettre en valeur la publication du chef des travaux Ferdinand Kapanga Mutombo. L'objectif, selon AETA et OCISA, était de former un corps de lobbyistes professionnels. Cette formation a été clôturée le week-end dernier au siège de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées. Les détails avec Rosil Martin Bouyamba. Tout a tourné pendant 4 jours autour de la publication du chef des travaux Ferdinand Kapanga Mutombo, dont l'intitulé est « Comment faire le lobbying parlementaire, guide de la participation citoyenne à l'élaboration des lois ». 30 acteurs issus des diverses organisations de la société civile ont pris part à cette formation de renforcement des capacités. La Fondation OCISA, en collaboration avec la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, voudrait, à travers ces assises, former un corps de lobbyistes professionnels. AETA et OCISA, nous avons réfléchi pour que cette activité puisse atteindre ses objectifs et avoir le résultat escompté. Il faut faire le choix des animateurs. Et le choix n'a pas été un choix hasardeux, mais nous avons tenu compte des compétences et des capacités de ceux-là qui devaient venir nous transmettre les connaissances. Les apprenants ont été initiés à la pratique du lobbyisme parlementaire. Ces derniers déclarent qu'ils en feront bon usage. Cette formation tombe donc à point nommé, en ce qu'elle ajoute un plus au travail de plaidoyer mené déjà par certaines organisations de la société civile dans cette institution du pays. Nous vous rassurons, chers organisateurs, que ces enseignements reçus pendant ces 4 jours ne sont pas tombés sur des terres arides. Ils vont produire certes des fruits susceptibles d'amener des changements dans notre pays. Tout ceci rentre dans le cadre de la démarche menée par la société civile congolaise
engagé à la recherche des pistes de solutions. Cela en vue de la crédibilisation et de la transparence de la CENI, mais aussi du reste du processus électoral en RDC. Des semences améliorées distribuées aux maraîchers de la FUNA, un geste du gouvernement à l'endroit de ces maraîchers pour améliorer leur rendement en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et c'est le représentant personnel du ministre de l'Agriculture qui s'est chargé de remettre ces semences aux maraîchers le samedi dernier. Onulf Bosso et Fiston Bouini. Après le lancement de la campagne agricole, l'heure est à la matérialisation de cette politique prônée par le gouvernement. Des semences de bonne qualité sont mises à la disposition des maraîchers, les soucis étant d'améliorer leur rendement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ici dans le site de la FUNA, initiative de quelques individus organisés en syndicats qui ont installé les maraîchages et autres élevages de petits bétails n'ont pas échappé à l'attention du gouvernement. Vous savez, quand vous allez dans une fête, n'est-ce pas? Dans une fête, on nous prépare plusieurs mets. On met la viande, on met les poissons, on met les légumes, etc. Et quand vous aurez mangé, quand vous aurez servi votre assiette de ces aliments, c'est alors que vous allez dire que nous avons un repas complet, équilibré. Les maraîchages, j'avais dit tout à l'heure, que 30 jours après, on récolte les légumes pour vendre. C'était un encouragement pour pouvoir multiplier la production. Les représentants du ministre de l'Agriculture, qui a palpé du doigt toutes les difficultés auxquelles font face ces maraîchers, promet que le gouvernement pourrait les aider à mieux faire. Qu'un jour qu'on puisse songer à ce genre d'initiative, on puisse arriver à trouver quelque part un crédit à allouer à ces personnels. La plupart de ces membres de l'association, ils sont dans la cinquantaine. Ils approchent de la retraite. Et quand ils font des activités comme ça, ils se donnent des métayages, c'est-à-dire ils produisent les poulets, ils produisent les porcs, ils se les distribuent entre membres et chaque membre reproduit chez lui. Vous voyez, ça fait tache d'huile. L'opération de distribution des semences qui a commencé dans quelques provinces à l'intérieur du pays devra s'étendre dans toute la capitale. Des jeunes banquiers formés par ProCrédit Bank Congo ont reçu leur diplôme vendredi dernier. 12 lauréats étaient à l'honneur. Une fierté pour ProCrédit Bank qui s'investit davantage dans la formation des jeunes banquiers. Et cette troisième génération des stipendes est affectée aux différents services que regorge cette institution financière. Rossel Martin Bouyamba. C'est sous une pluie battante que ProCrédit Bank Congo procède à la remise des diplômes aux jeunes formés dans le secteur banquier. Au départ, 955 candidats avaient postulé à cette offre. Des 20 candidats retenus pour la formation il y a 6 mois, il en ressort 12. Le directeur général adjoint en charge des ressources humaines souhaite l'investissement de son institution bancaire. Carlos Kalambayi indique que ce programme de formation s'étend aux jeunes par rapport à la profession bancaire. L'homme en explique la démarche. Vous allez sur notre site internet www.procreditbank.cd. Vous cliquez sur l'onglet s'inscrire au programme. Vous verrez un CV s'ouvrir. Vous remplissez votre adresse email. Vous recevrez un mot de passe dans votre boîte email. Et vous utiliserez ce mot de passe pour vous reconnecter sur le site et cela vous permet de pouvoir remplir les données de votre CV. Ces jeunes recrues rassurent que l'employeur s'est investi pour l'idéal. Ils promettent les meilleurs dans leur cycle professionnel au sein de ProCrédit Bank Congo. Nous avons beaucoup gagné, mais nous avons aussi dû beaucoup donner. Ce que nous devons donner à ProCrédit, c'est ce que nous avons reçu. Donc notre compétence et tout notre dévouement pour l'évolution de la banque. Un nouveau départ pour le monde professionnel s'ouvre pour eux après ce beau temps qui vient de succéder à une forte pluie qui s'est abattue sur la capitale. Jean Bamanissa, honoré par les siens, toutes les couches sociales de la province orientale habitant la capitale congolaise ont témoigné de tout leur amour et soutien au nouveau gouverneur. L'occasion était tout indiquée pour le nouveau chef de l'exécutif provincial de s'afficher non seulement en rassembleur, mais également d'étaler son programme d'action pour le relèvement de son entité. Et c'était au cours d'une cérémonie organisée samedi dernier en la salle Maïcha Park qui, à l'occasion, a refusé du monde. Mondefe Bosso.
étaient tous présents, députés, sénateurs, membres du gouvernement, mandataires, acteurs de la société civile, opérateurs économiques et étudiants, ressortissants de la province orientale vivant à Kinshasa. Leur présence en ces lieux témoigne de l'amour qu'ils ont vis-à-vis de leur nouveau chef de l'exécutif provincial, une façon pour eux de lui apporter leur soutien pour le développement de la province orientale. Conscient de l'immensité de la tâche qui l'attend, Jean Bamanissa, qui pense booster son entité vers le développement, a besoin de l'adhésion de tous les fils et filles de sa contrée. Le nouveau gouverneur se présente en rassembleur. Je ne serai jamais pour l'un contre l'autre. Je ne serai pas pour un district ou un territoire contre l'autre. Troisième pôle économique de la République démocratique du Congo, la province orientale, aujourd'hui, l'ombre d'elle-même, fait face aux nombreux défis. Jean Bamanissa, qui refuse d'inventer la roue, veut entretenir et poursuivre les œuvres de ses prédécesseurs. L'homme a dans sa gibecière un programme ambitieux capable de faire redécoller sa province. Notre administration est le soubassement de tout. Nous devons l'équiper, nous devons la rendre performante. Les infrastructures, nous voudrions que nous puissions avoir des routes, nous puissions avoir des ponts pour relier nos districts. Nous avons cru, nous avons participé et nous avons gagné. C'est le slogan du nouveau gouverneur qui attend collaborer avec tout le monde de quelque tendance que ce soit. Les soucis étant de développer cette entité riche en ressources naturelles. Le député national Florent Lébé, quant à lui, a bouclé sa tournée à sa base. Cette fois-ci, il a reçu les ressortissants d'Idiofa dans la province du Bandundu, avec qui ils ont échangé sur différentes questions liées aux réalités locales. C'était ce week-end dans la salle de fête Bibi Play dans la commune de Kalamou. Fidlin Kitumbu et Fiston Bouini. Florent Lébé restait fidèle à sa base. Après une longue tournée de remerciements à travers les communes qui constituent sa circonscription électorale, l'élu de la Funa a jugé bon de recevoir à son tour quelques-uns de ses électeurs. Et comme il fallait s'y attendre, la salle de fête Bibi Play a refusé du monde. Florent Lébé a reçu les ressortissants du Diofa, ses amis et connaissances, dans le but de les réconforter et de prendre la température des témoins. Au cours de cette rencontre, le député national Lébé a eu le temps d'échanger avec ses hôtes sur les questions débattues actuellement au Palais du Peuple par la représentation nationale. Pour sa base, cette rencontre tombe à point normal. Alors, il a jugé utile de remercier sa base. Alors parmi la base, il a organisé, il a fractionné sa base. Il y a le village, il y a les autres, les Kalamou, de Kassabou, de Makala. Aujourd'hui, c'était la base surtout de son origine, des ressortissants de son coin. Et nous avons voulu associer également nos beaux-frères, nos belles-sœurs, ceux qui nous ont portés, mais pour qu'elle soit aujourd'hui élue députée. Un repas des familles est servi aux invités. Chacun à sa manière aborde l'élu du peuple pour poser ses problèmes. Des photos des familles pour immortaliser cette journée qui restera gravée dans la mémoire de ceux qui ont pris part et à travers eux, les électeurs de la Funa. Le monde entier célèbre ce lundi la journée des toilettes sous le thème « Le manque des WC tue encore » et à l'occasion, nos reporters sont descendus dans la commune de Bumbu pour constater la mauvaise construction et le manque d'hygiène dans les toilettes. À cette occasion, le technicien d'assainissement interpelle le gouvernement à faire attention à ce secteur. Fidlin Kitumbu, Jémi Wamogo et Dieu merci Sueka. Des ordures de toutes sortes, des mouches et du papier hygiénique utilisés, abandonnés à même les sols. Voilà les décors que présentent les différentes toilettes négligées dans la ville de Kinshasa. Ici, à Bumbu, la situation est quasiment la même. Ces douches laissent à désirer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de maisons manquent encore des toilettes, malgré la densité de la population qui a choisi cette partie de la ville pour y ériger leurs habitations. Sur l'avenue Ndungimi, les femmes de surcroît
vulnérables se plaignent de ne pas avoir assez de moyens pour l'entretien et l'hygiène de leurs installations hygiéniques. Certaines d'entre elles confirment plutôt qu'elles s'emploient tant bien que mal et invitent tout le monde à suivre leur exemple. Nous nettoyons nos toilettes chaque matin avec de l'eau de javel et autres désinfectants. C'est pour éviter les infections, surtout pour nous les filles. Le technicien d'assainissement suggère la mise en place d'un État capable de veiller au lotissement du terrain en tenant compte des besoins réels. Avant les temps actuels, par rapport à la saturation du sol, moi je pense qu'on peut faire des études adaptées par chaque terrain pour des qualités des installations hygiéniques. Parce que type faux sceptique qui dit qu'il faut avoir le puits perdant, c'est difficile maintenant pour certains contrées urbaines de la ville de Kinshasa. Les Kinois interrogés profitent de cette journée pour interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils leur viennent en aide dans ces secteurs. On peut tout dire, un peuple pauvre ne peut en aucun cas vivre dans la saleté. Et l'actualité, c'est aussi cette revue de presse que nous propose ce soir Rose Awazi. La situation à l'est du pays s'est gravement détériorée durant le week-end et c'est lundi, elle fait la une de journaux parus, dont la capitale. Le potentiel à la une titre, 4000 soldats rwandais à l'assaut de Goma. La coalition M23 RDF armée rwandaise, forte de plus de 4000 soldats, tente d'assiéger la ville de Goma. Hier, dimanche 18 novembre, l'offensive de rebelles a créé la panique dans la population qui redoutait des violents combats aux conséquences incalculables. Cette nouvelle évasion rwandaise est consécutive aux hésitations que le Conseil de sécurité a affichées quand il s'est agi de prendre une résolution devant condamner et sanctionner de manière ferme et claire les régimes de Kigali relativement à son implication avérée dans l'aventure de guerre que mène son patin de M23 dans l'est du pays, constate le quotidien. Pendant que le FARDC, avec l'appui de la MONUSCO, se démène à faire échec au plan du Rwanda et du M23 de frapper un grand coup avec la chute de Goma, rapporte le phare. Nombre d'observateurs constatent que la RD Congo est victime des sommets à répétition qui lui faisaient miroiter la perspective d'un règlement politico-diplomatique du conflit armé du Nord Kivu, fait remarquer le confrère. Le palmarès constate que Kinshasa était de bonne foi et croyait que la communauté internationale travaillait sincèrement à l'aider à recouvrer l'intégrité de son territoire. Mieux, la chute de la ville de Goma n'apparaissait pas à l'ordre du jour. La MONUSCO en avait fait sa priorité. À plus d'une surprise, cette mission a juré avoir tout mis en place pour empêcher la chute de cette très stratégique ville de l'Est. La prise de la ville de Goma par le rebelle du M23 serait une humiliation affligée non seulement au FARDC, mais aussi aux casquets bleus. La crédibilité même des casquets bleus comme dernière planche des saluts pour la population civile en danger risque donc de s'écrouler si les rebelles venaient à prendre la ville de Goma, renchérit la référence plus. Africa News, visiblement mécontent, ne cache pas sa colère. Les assaillants ont eu le kilo de mettre en garde dimanche 18 novembre la MONUSCO, lui intimant de cesser de soutenir les FARDC dans les combats qui font rage dans l'est du pays et menaçant d'une riposte. Nous mettons en garde la MONUSCO qui est en train de bombarder nos zones au lieu de montrer sa neutralité sur le terrain, qu'elle cesse de nous bombarder, a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, porte-parole militaire du M23. Goma, Kagame défie l'ONU, écrit la prospérité. Il est le même, lui Kagame. Il s'entête, il récidive. Il exécute un plan dont lui seul détient le secret. Ce n'est pas pour rien qu'au mini-sommet organisé à l'ONU, il ne s'était pas empêché d'y claquer la porte sous la barre de Ban Ki-moon. Et pour avoir la même mise sur les richesses du Congo-Kinshasa, il crée et recrute de rebelles, il multiplie des stratégies. Et pour terminer cette revue de presse, l'avenir fait constater qu'à travers l'attaque de Goma, le Rwanda vient donc de signer une guerre ouverte contre la RD Congo. Et si par malheur cette ville tombait aux mains de Rwandais, ce serait un camouflet non seulement pour le FARDC qui se comporte très bien jusque-là, mais aussi pour la communauté internationale à travers les Nations Unies qui y ont installé l'état-major opérationnel de la MONUSCO.
Merci Rosa Wazi et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Était déjà fait. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.